All rise, vous vous levez. Please be seated. Vous avez asseoir. Thank you very much. Le juge président, je vous remercie. Monsieur Galmetzer, vous avez la parole. Monsieur Galmetzer, merci. Monsieur le Président, je vais d'abord répondre aux deux premières questions prévues dans l'ordre portant calendrier. Sur la question de savoir quand et à quel moment pourrait-on reconsidérer un appel interlocutoire et quelle est la norme à appliquer, eh bien, nous pouvons résumer cela en 4 points. Premièrement, sur le principe, un arrêt de la Chambre d'appel au titre de la règle 158 constitue une décision finale, définitive sur le fond de l'appel interlocutoire. Par conséquent, une telle décision est res judicata et ne devrait pas être reconsidérée. Cela empêche les parties de ressasser les mêmes arguments et permet de statuer sur un appel interlocutoire. Autrement dit, elle permet de résoudre des questions de façon définitive avant la résolution finale de l'affaire. Deuxièmement, nous admettons qu'il se peut qu'il soit nécessaire de prévoir une exception à la Cour, comme dans le cadre d'un seul examen en appel. En gardant à l'esprit le fait où l'éventail des arrêts interlocutoires au titre de la règle 158, il se peut qu'il soit important de permettre à la Chambre d'appel d'avoir une possibilité significative de reconsidérer les arrêts interlocutoires précédents. Par contre, et c'est le troisième point que je voudrais faire valoir, le réexamen des appels interlocutoires au titre de la règle 158 ne devrait être permis que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, c'est-à-dire quand une norme très élevée est satisfaite, et qu'il est démontré qu'il y a eu une erreur de raisonnement manifeste ou que de nouvelles circonstances ont émergé et qu'une erreur relative aux nouvelles circonstances justifie la reconsidération pour éviter une injustice. Je fais référence à une affaire devant le TPY où cette norme a été appliquée. Il s'agit de l'affaire Merksic du 22 janvier 2010 et cette citation fait partie de notre liste de sources. Dans de telles circonstances, la Chambre d'appel peut invoquer exceptionnellement ses pouvoirs inhérents. Quatrièmement, étant donné que la reconsidération est une solution tout à fait exceptionnelle, la Chambre d'appel ne devrait jamais reconsidérer un arrêt au titre de la règle 158 s'il existe une autre procédure pour réexaminer un arrêt et éviter une injustice. Cela est également le cas. C'est pourquoi, dans le contexte de l'article 81, la Chambre d'appel ne devrait jamais reconsidérer un arrêt contre une décision de condamnation ou de fixation de la peine, puisque cet arrêt peut faire l'objet d'une révision au titre de l'article 84. Monsieur le Président, comme nous l'avons indiqué par écrit dans notre réponse à la requête de M. Gbagbo, la reconsidération n'est pas nécessaire en l'espèce. L'arrêt relatif à la libération provisoire prévoit expressément que la Chambre d'appel peut réévaluer et modifier les conditions de libération à l'avenir. En outre, la Chambre d'appel a le pouvoir de réexaminer l'arrêt relatif à la mise en liberté provisoire en agissant au titre de l'article 63, lu en parallèle avec les articles 83.1, 64.3f et les règles 119 et 149. En conséquence, la Chambre d'appel ne devrait pas procéder à une évaluation de la requête de M. Gbagbo à la lumière de la discussion et du critère de reconsidération qui a déjà fait l'objet d'une discussion. Il n'est pas nécessaire de recourir à une telle solution exceptionnelle. J'en viens maintenant à votre troisième question, où vous posez la question suivante. Au-delà de la question de la reconsidération, est-ce qu'il existe d'autres raisons pour que la Chambre d'appel réexamine ou révoque les conditions relatives à la libération des intéressés?
Dans son arrêt de mise en liberté provisoire, la Chambre d'appel a conclu qu'il existait des raisons impérieuses d'imposer des conditions à M. Blé-Goudé et Gbagbo. Nous estimons que ces raisons impérieuses continuent d'exister aujourd'hui. Et par conséquent, il n'y a pas de raison qui justifierait que la Chambre d'appel modifie ou révoque les conditions de la libération. La Chambre d'appel impose des conditions à la libération pour atténuer le risque de fuite. Sur la base de conclusions précédentes de la Chambre préliminaire ainsi que de la Chambre de première instance, la Chambre d'appel a conclu que la gravité des charges et les peines susceptibles d'être imposées, les lourdes peines susceptibles d'être imposées, ainsi que l'existence de réseaux de sympathisants et les moyens dont dispose M. Gbagbo constituent tous des incitations à se soustraire à la justice. La Chambre d'appel est parvenue à une conclusion similaire s'agissant de M. Blé-Goudé. L'accusation n'a eu de cesse d'évaluer les informations à sa disposition et a conclu que, s'agissant de ces deux personnes, les circonstances n'avaient pas changé. Dans notre liste de références, notamment les pièces A3 à A6, nous faisons référence à un certain nombre de documents qui étaient les faits suivants. À partir de janvier 2020, M. Gbagbo dispose toujours d'un réseau important organisé de sympathisants qui font campagne pour la fin de la procédure devant la CPI et pour son retour à la Côte d'Ivoire. Ces groupes comprennent le parti politique de M. Gbagbo, le FPI, ainsi que les groupes politiques affiliés. Ces partis ont formé une alliance appelée EDS qui coordonne les manifestations à l'appui de M. Blé-Goudé et de M. Gbagbo en Côte d'Ivoire et en Europe. Un de ces activistes, un collaborateur du gendre de M. Gbagbo, a lancé un appel à manifestation aujourd'hui à l'extérieur de la Cour, dans les médias sociaux, pour résister à la procédure devant la CPI. En outre, s'agissant des moyens dont dispose M. Gbagbo pour se soustraire à la Cour, bien qu'il ait été déclaré indigent, le réseau pro-Gbagbo dispose manifestement de ressources. Le gendre de M. Gbagbo est un homme d'affaires basé en France et il est propriétaire du journal pro-Gbagbo, le Nouveau Courrier, ainsi que la compagnie qui en est propriétaire. En 2017, il a été accusé d'avoir financé des attaques en Côte d'Ivoire visant à déstabiliser le gouvernement. La gravité des charges portées contre M. Gbagbo et M. Blé-Goudé et le risque d'imposition d'une peine lourde ainsi que le risque de fuite demeurent entiers. La solution sollicitée dans cet appel n'a pas d'incidence sur le risque de fuite, comme ma collègue l'expliquera dans quelques instants. En fait, le risque de fuite peut être exacerbé plus avant par les récentes évolutions en Côte d'Ivoire. En effet, l'année dernière, M. Gbagbo a été condamné pour des crimes économiques et M. Blé-Goudé a récemment été condamné pour des crimes liés à son rôle dans la violence post-électorale. Les deux ont été condamnés à 20 ans de prison. Ces condamnations et les peines y afférentes pourraient encourager M. Gbagbo et M. Blé-Goudé, s'ils devaient être libérés sans condition par la Chambre d'appel, de retourner dans leur pays, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, où ils ne pourront pas être extradés ou remis à la Cour. Et ainsi, leur comparution devant la Cour pour la suite de la procédure, si l'appel aboutit, ne pourra pas être assurée. Le passage du temps est une question qui a été évoquée avant la pause et cela n'a aucune incidence sur les circonstances. Lorsque la Cour impose des conditions, le 1er février 2019, il était prévisible. L'on pouvait prévoir que la procédure d'appel allait suivre son cours. Et l'accusation a déposé son acte d'appel dans les délais impartis par la Cour. Nous avons demandé une prorogation qui n'a pas été accordée. Il n'y a pas eu de retard, tout était prévisible et par conséquent, rien n'a changé s'agissant du calendrier. La requête de M. Gbagbo ne présente pas d'arguments supplémentaires pour démontrer qu'il y a eu un changement de circonstances. En revanche, il se contente de représenter à nouveau des arguments selon lesquels les restrictions qui lui sont imposées violent ses droits de l'homme. Or, ces arguments ont déjà été discutés devant la Chambre d'appel il y a un an. La Chambre d'appel les a étudiés
en détail, et en particulier la Chambre d'appel s'est prononcée sur la compatibilité des conditions restrictives de liberté imposées à une personne acquittée dans l'attente d'un appel à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et d'autres instruments des droits de l'homme. Bien que M. Gbagbo fasse référence maintenant à d'autres sources et présente des arguments supplémentaires, il n'a pas démontré de façon suffisante qu'il y a eu un changement de circonstances nécessitant que la Chambre d'appel réévalue ou révoque les conditions qui lui ont été imposées. En tout état de cause, la jurisprudence des droits de l'homme citée par M. Gbagbo est incompatible avec les faits de l'espèce. En effet, M. Gbagbo fait principalement référence à des affaires où une personne a été acquittée et où l'acquittement a été déclaré de façon définitive parce qu'aucun appel n'était en cours. Dans de telles circonstances, la Cour européenne des droits de l'homme a conclu qu'il y a eu violation de l'article 5.1 de la Cour européenne des droits de l'homme. Or, la situation aujourd'hui est différente. L'acquittement prononcé en faveur de M. Gbagbo et M. Blé Goudé n'est pas définitif. Un appel est en cours et la procédure pourrait éventuellement se poursuivre. Par conséquent, il n'y a pas d'incompatibilité avec l'article 5.1. Permettez-moi également de faire référence à quelques-unes des sources qui ont été citées ce matin par la défense de M. Gbagbo, notamment l'affaire Labita. L'affaire Labita n'est absolument pas pertinente en l'espèce, car elle traite d'une situation où M. Labita a été acquitté et où l'accusation n'a pas interjeté d'appel. Dans ce genre de circonstances, l'acquittement était définitif. Et donc la Cour a estimé effectivement que les conditions qui avaient été imposées par la Cour n'étaient plus justifiées vu les circonstances de l'espèce. Or, aujourd'hui, nous sommes dans un cas de figure complètement différent. Les appels ne sont pas définitifs, donc l'affaire n'est pas définitive. Il existe des précédents qui décrivent la portée de l'article 5.1 et des restrictions au mouvement. Je fais référence à l'affaire de Tommaso contre l'Italie de la Cour européenne des droits de l'homme. Dans cette affaire-là, il a été démontré que si les conditions restrictives de liberté équivalentes à celles que vous avez imposées dans votre décision du 1er février, eh bien, ce genre de conditions ne tombent pas sous le coup de l'article 5.1. Elles relèvent plutôt de l'article 2, paragraphe 3 du protocole européen, du protocole 4 de la Convention européenne. Il est important de noter également que le droit de pouvoir circuler librement n'est pas absolu. En effet, il est restreint lorsque la Cour, à la suite du principe du procès équitable, décide d'imposer des restrictions qui sont proportionnées et appropriées afin d'atténuer un risque réel et légitime. Et c'est justement ce dont on discute aujourd'hui. À nouveau, je vous renvoie à cette affaire de Tommaso contre l'Italie. Nous ne l'avons pas inclus dans notre liste de sources, mais nous serions ravis de vous fournir une copie de cela après l'audience. La même logique s'applique à toute restriction imposée à la liberté d'expression. Bien qu'il s'agisse d'un droit de l'homme, ce n'est pas un droit absolu. En effet, il peut être restreint par décision d'un tribunal dans le respect des règles du procès équitable pour gérer un risque ou un intérêt légitime. C'est ce que d'ailleurs vous avez dit dans votre arrêt du 1er février et il n'existe pas de raison liée au fait ou au droit qui est changé. Je voudrais maintenant passer la parole à ma collègue. Good afternoon, Your Honours. Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges. Vous avez posé une question au point 1D. Vous avez demandé si la solution sollicitée par le procureur dans son acte d'appel, notamment une déclaration de
de procès entaché de vice a une incidence quelconque sur la nécessité de poursuivre les conditions du maintien des conditions de libération établies par la Chambre dans son arrêt de l'année dernière. Monsieur le Président, de l'avis de l'accusation, les conditions imposées à M. Gbagbo et M. Blé Goudé en février de l'année dernière sont toujours nécessaires et la nature de la solution préconisée dans notre appel, notamment la déclaration d'un procès entaché de vice, ne change rien à cela. Pourquoi? Eh bien parce que le procureur continue d'être déterminé à poursuivre la procédure en l'espèce si son appel aboutit. En fait, Monsieur le Président, sur la base des instructions de Madame le procureur, nous pouvons apporter des précisions, de plus amples précisions sur la manière dont elle a l'intention de poursuivre la procédure. Si l'appel aboutit, elle a l'intention de demander la tenue d'un nouveau procès devant une nouvelle chambre de première instance, autrement dit, un nouveau procès. Elle a pris cette décision en ayant à l'esprit le fait que les victimes des violences post-électorales de 2010-2011 en Côte d'Ivoire n'ont toujours pas obtenu justice. En ce sens, rien n'a changé. Les conditions imposées aux deux, c'est-à-dire M. Gbagbo et M. Blé Goudé, sont intimement liées à des procédures futures en l'espèce, ainsi qu'au risque concret qu'ils ne comparaissent pas et qu'ils ne se présentent pas à ces procès. Et à notre sens, ces conditions demeurent aussi nécessaires qu'elles l'étaient lorsque nous avons formulé une première demande devant cette Chambre il y a un an. Vous trouverez des références à l'annexe B1 de notre liste. Mon collègue, M. Gallmetzer, vient de vous expliquer le fondement factuel sous-tendant le maintien de ces conditions. Le juge président interrompant. Un instant, Madame le procureur. Vous dites que les circonstances n'ont pas changé et que l'accusation a l'intention de poursuivre la procédure ou demander un nouveau procès devant une chambre de première instance nouvellement constituée. Est-ce que c'est ce que vous envisagez? L'idée sous-tendant la requête en insuffisance de moyens à charge ou l'abandon des charges est que la Chambre de première instance puisse poursuivre le procès ultérieurement, à un stade ultérieur. Si, comme ce fut le cas, la Chambre décide qu'il n'y a pas lieu de présenter des moyens à décharge. Donc, si l'accusation a l'intention de proposer à nouveau la même thèse et recommencer un nouveau procès devant une nouvelle chambre de première instance, cela voudra dire que l'accusation devra présenter ses moyens à charge à nouveau devant une chambre de première instance nouvellement constituée. Est-ce que c'est la position actuelle? Vous pensez que cela ne constitue pas un changement de circonstance? Le procureur, Monsieur le Président, pour répondre brièvement aux fins de l'audience qui nous intéresse, cela importe peu. Ce qui importe dans le cadre de notre débat d'aujourd'hui, c'est de savoir si l'accusation a l'intention de poursuivre la procédure ou pas. C'est le fondement sur lequel repose l'imposition des conditions en 2019, en février 2019. L'idée était de faire en sorte que une procédure future pourra avoir lieu en la présence des témoins et que l'intégrité d'une telle procédure serait préservée, quelle que soit l'issue de l'appel. À ce stade, ce qui a peut-être été légèrement modifié ou affiné, c'est que nous avons maintenant les motifs du jugement. Et c'est ce qui nous a permis d'affiner notre position et notre approche future pour la suite de la procédure. Le fond n'a pas changé, c'est-à-dire que les circonstances n'ont pas changé. Elle a bel et bien l'intention de poursuivre cette affaire. L'intention existait en février 2019 et cette intention existe encore aujourd'hui, en 2020. Le Président, est-ce que les choses sont aussi simples que cela? Essayons d'examiner les choses sous l'angle suivant. Au stade où la requête en insuffisance de moyens a été présentée,
Donc l'affaire n'est plus entre les mains de l'accusation. L'accusation a fini la présentation de ses moyens et les juges ont apprécié les faits. L'accusation n'a plus son mot à dire sur cette affaire à ce stade-là. Mais si l'on devait recommencer le procès, on redonne la main, en quelque sorte, à l'accusation, alors que le jugement a déjà été rendu, qui a autorisé donc la fin du procès. Est-ce que vous ne voyez pas de différence entre les deux cas de figure? Le procureur, Monsieur le Président, je crois que ce qui importe le plus, la différence tient à la nature des erreurs en l'espèce. Et c'est pour cette raison que nous pensons que des erreurs ont été commises, et nous en parlerons dans le cadre de l'appel sur le fond, et qui nécessitent une solution. Mais à ce stade, la poursuite de la procédure est toujours d'actualité. Donc, s'agissant des conditions, est-ce qu'elles devraient être maintenues ou pas? Eh bien, nous estimons que oui, elles devraient être maintenues, absolument. Your Honours, on that note, we note your interest in Monsieur le Président, nous notons avec intérêt ce que vous dites. Nous vous rappelons le paragraphe 266 de notre acte mémoire d'appel qui parle de la solution que nous sollicitons. Nous avons demandé d'abord et avant tout que l'on infirme la décision d'acquittement et que la Chambre déclare le procès entaché de vices, sans préjudice de la suite. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Nous avons demandé également dans notre mémoire d'appel que l'accusation ait l'occasion de demander un nouveau procès. Maintenant que j'ai apporté ces éclaircissements, permettez-moi de vous expliquer comment notre position a évolué depuis l'année dernière pour éviter qu'il y ait tout équivoque possible. D'abord, lors de l'audience de février 2019, lorsque cette question a d'abord été discutée pour la première fois devant vous, l'accusation n'était pas en mesure de préciser la nature exacte d'une procédure post-appel où la présence de M. Gbagbo et M. Blé serait requise, à supposer que l'appel aboutisse. Je vous renvoie à l'annexe B2. C'est parce qu'en février 2019, nous n'avions entre les mains que la décision orale, décision d'acquittement de M. Gbagbo et de M. Blé. Nous n'avions pas encore reçu le jugement écrit ni les motifs. Le document de plus de 1000 pages qui contient les motifs et l'opinion dissidente ont été rendus publics 5 mois plus tard, c'est-à-dire en juillet 2019. Et sans disposer des motifs détaillés par écrit, l'accusation pouvait simplement penser à un appel dans les grandes lignes, tout en envisageant une procédure future. Mais elle n'était pas en mesure de déterminer avec précision en quoi consisterait l'appel ni la solution sollicitée. En conséquence, l'accusation a déclaré son intention de poursuivre la procédure, mais ne l'a pas fait parce qu'elle n'était pas en mesure de le faire. Elle n'a pas pu dire sous quelle forme cette procédure aurait lieu. Par exemple, est-ce qu'il s'agirait d'un nouveau procès devant une chambre de première instance nouvellement constituée? Est-ce qu'il s'agirait de la poursuite du même procès à mi-chemin, procès qui avait été arrêté à mi-chemin? Est-ce que l'affaire serait renvoyée devant la même chambre pour qu'elle puisse se pencher sur des questions bien précises ou évaluer de nouveaux éléments de preuve? Ce n'est qu'après avoir reçu les motifs écrits que l'accusation a été en mesure de déterminer si le choix lui était donné, elle pourrait poursuivre une procédure sous forme d'un nouveau procès devant une chambre de première instance nouvellement constituée. Et en conséquence, notre mémoire d'appel, en son paragraphe 266, parle de cette possibilité. Deuxièmement, s'agissant de la position que nous avons adoptée dans notre mémoire d'appel, paragraphe 266 précisément, une fois que nous avons été en mesure d'étudier les motifs sous-tendant la décision d'acquittement, nous avons pu affiner plus avant la solution que nous avions l'intention de solliciter en appel. Ce faisant,
Nous nous sommes fondés sur le principe selon lequel la nature des erreurs invoquées en appel détermine souvent la solution à adopter. Autrement dit, la solution doit correspondre aux erreurs. Et je vous renvoie à la pièce B3 sur notre liste. Et c'est pourquoi la solution que nous sollicitons implique 2 étapes, les deux adaptées aux circonstances de l'espèce. Dans un premier temps, nous avons demandé à cette Chambre de déclarer le prononcé entaché de vice et d'annuler la décision d'acquittement. Une fois cela fait, et dans un deuxième temps, nous avons demandé à la Chambre de renvoyer l'affaire entre les mains du procureur afin que celle-ci puisse déterminer à quoi devrait ressembler le nouveau procès ou la nouvelle procédure. Le juge président interrompant. Madame le procureur, vous comprenez certainement pourquoi la solution qui consisterait à annuler le procès et de recommencer le procès ne convient qu'à l'accusation. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? À ce stade, comme vous le savez, la procédure a sa propre logique, elle obéit à sa propre logique. Et la logique est celle-ci. L'accusation a achevé la présentation de ses moyens et si la Chambre d'appel infirmait la décision de la Chambre de première instance, eh bien, selon cette logique, l'affaire doit reprendre au stade où elle en était. Dans une telle éventualité, suivant cette même logique, est-ce que vous pensez qu'à ce moment-là, l'accusation pourrait dire « Nous voulons faire fi de tout ce qui a été fait, nous voulons recommencer depuis le début ». By all means, Your Honours. Mesdames, Messieurs les juges, je vais être assez vague, mais il y a quand même une logique puisque cette affaire a été arrêtée brutalement à la mi-temps, en l'espèce. Le président, oui, mais vous aviez quand même dit, l'accusation avait déclaré qu'elle en avait terminé avec la présentation de ses moyens. Réponse, oui, en effet. Puis-je m'expliquer? L'intention d'obtenir un nouveau procès devant une nouvelle chambre de première instance vient en fait de 2 choses. Tout d'abord, parce que la chambre de première instance telle qu'elle était constituée n'existe plus puisqu'un des juges est parti, et surtout parce que les erreurs que nous avons vues dans le jugement commises par la majorité des juges, enfin c'est à vous de voir ensuite, hein. D'après nous, ce n'étaient pas des petites erreurs de procédure de routine. Cela allait en fait au cœur même des circonstances qui ont permis l'acquittement. Et si vous êtes d'accord avec nous, au vu de ces circonstances, le recours ne peut être qu'un mistrial, un procès entaché de vice, parce que cela affirmerait les acquittements. Et donc, la Chambre de première instance pourrait la décision de la Chambre de première instance, en fait, ne serait qu'une décision écrite et le procureur pourrait revenir sur le métier pour demander à ce que l'on reprenne le procès. Le président. Oui, mais quelles sont ces circonstances? Vous avez parlé des circonstances, mais vous dites aussi que les juges qui étaient dans la chambre de première instance ne travaillent plus ici maintenant, en tout cas un d'entre eux. Mais donc, quelles étaient ces circonstances dont vous parlez et qui ont fait qu'à l'époque, les mesures de libération sous condition ont été adoptées? Réponse, 1 minute, s'il vous plaît. Excuse me, counsel, you have 5 minutes left.
Vous n'avez plus que 5 minutes, dit la greffière d'audience. Réponse. Oui, j'en ai à peu près pour 5 minutes, je crois, en ce qui concerne en tout cas ma déclaration. Mais pour répondre à votre question, si j'ai bien compris, voici ce que vous avez demandé. J'ai parlé de circonstances qui ont changé. Donc, est-ce que les conditions ont changé en ce qui concerne l'ordonnance que vous avez rendue à propos des restrictions imposées à la liberté? Réponse, oui, j'aimerais savoir si toutes ces circonstances étaient basées en fait sur le fait que vous pensiez que l'affaire pourrait éventuellement continuer, que vous pensiez peut-être qu'il aurait été possible de prolonger le mandat du juge en question. Réponse, non, on n'avait pas toutes ces idées en tête, pas aussi précisément. Mais l'accusation avait quand même envisagé, lors de l'audience de 2019, que votre ordonnance pourrait très bien porter sur n'importe quelle façon de poursuivre la procédure, que ce soit un renvoi, que ce soit une poursuite après cet arrêt à la mi-temps ou alors un nouveau procès. Maintenant, je poursuis, s'il vous plaît. Donc, il serait peut-être utile de savoir quels sont les aspects de notre solution. Donc, tout d'abord, une déclaration de mistrial. Je comprends bien qu'ils ne sont pas ici pour présenter des arguments sur le fond de l'appel. Bien sûr, ce serait prématuré. Nous n'avons pas encore reçu de toute façon les mémoires en réponse de la défense. Donc, ma réponse sera très limitée. Mais il suffit de dire que l'analyse des raisons écrites de la majorité ont montré que les circonstances au cours de laquelle M. Gbagbo et M. Goudet ont été acquittés étaient en fait entachées d'erreurs. Et ces erreurs sont reflétées dans les motifs 1 et 2 de notre appel. Et en fin de compte, d'ailleurs, notre appel essaie de capturer les erreurs de procédure et les erreurs juridiques faites par la Chambre de première instance à la majorité et qui, du fait, ont abouti à des acquittements. Et nous considérons d'ailleurs que demander que l'on prononce un mistrial sans préjudice capture parfaitement les erreurs de la majorité et les dégâts qu'ils ont causés. Donc, nous avons par exemple pris nous sommes inspirés aussi de certains points de vue judiciaires exprimés dans l'affaire Ruto et Sang, où des erreurs de procédure sérieuses ont été faites et ont vicié la procédure. Mais les circonstances de Ruto Sang sont différentes, mais la logique est la même. Et il s'agit ici du document que nous avons à l'item B4 de notre liste. Ensuite, finalement, pourquoi avons-nous demandé à la Chambre de remettre cette affaire aux mains de procureur plutôt que de demander à la Chambre d'appel d'ordonner elle-même un nouveau procès au titre de l'article 83 de réponse? Bien sûr, vous avez le droit et le pouvoir d'ordonner un nouveau procès lorsque les circonstances le demandent. C'est clair lorsqu'on lit l'article 83 2B. Mais nous avons choisi une autre solution, et ce, pour des raisons pratiques et opérationnelles. L'accusation et Madame le procureur a toujours considéré que la justice n'avait pas été rendue en l'espèce et qu'il fallait donc poursuivre la procédure dans les intérêts de la justice. C'est pour cela qu'elle a interjeté appel de la décision. C'est aussi pour cela qu'elle a demandé à ce que la liberté soit assortie de conditions. Donc, et cette condition, et il a toujours la même intention d'ailleurs. Mais elle considère bien qu'au vu des circonstances de l'espèce, elle devra de toute façon, à un moment ou à un autre, évaluer les choses, évaluer définitivement les choses lorsque vous rendrez votre décision sur le fond de l'affaire et bien sûr si notre appel aboutit. Et ça, c'est lorsque l'arrêt sera rendu, en prenant pour hypothèse, bien sûr, que vous n'allez pas entièrement fermer la porte à la possibilité d'un nouveau procès. Mais là, le bureau du procureur devra à ce moment-là évaluer la portée de tout nouveau procès contre un différent nombre de facteurs critiques qui, en fait, n'apparaissent qu'une fois à ce moment, qui n'apparaissent qu'à ce moment-ci. Et donc, tout simplement parce qu'il y aura une incertitude résiduelle qui accompagne toujours un nouveau procès. Donc, nous devons absolument, ici à l'accusation, prendre en compte ce que vous allez dire dans votre arrêt sur le fond. Parce que cela pourra nous permettre de prendre une décision plus informée sur la façon de poursuivre
toute procédure, par exemple avec un nouveau procès. Au vu des opinions exprimées par la majorité, particulièrement par la juge qui a exprimé l'opinion dissidente, l'accusation devra déterminer si la portée du nouveau procès doit être limitée à une version beaucoup plus réduite de l'acte d'accusation. Et l'accusation devra aussi déterminer si un certain nombre de facteurs opérationnels sont présents. Par exemple, si les témoins sont toujours disponibles, si le nouveau procès se fera avec l'aide du dossier existant ou s'il faudra de nouveaux éléments de preuve, quelle sera la coopération nécessaire, etc. Donc, il faudra que Madame le procureur, à un moment ou un autre, décide sur la façon de poursuivre le procès après l'appel s'il aboutit, en se basant sur certains faits. Donc, l'accusation et Madame le procureur a l'intention de rouvrir cette affaire et de rejuger cette affaire si son appel aboutit. Et c'est pour cela que les conditions entourant la liberté restent nécessaires. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Question, merci. J'ai une question pour vous. Je ne sais pas si vous pouvez y répondre comme ça à brûle-pourpoint. Et d'ailleurs, je pense que les conseils de l'autre partie doivent aussi y réfléchir parce qu'ils vont y répondre aussi. Donc voici la question. Je regarde ici la première condition de la libération, paragraphe 60 de l'ordonnance de la Chambre. Première condition. Signer un engagement selon lequel ils suivront toute instruction et toute ordonnance de la Cour et qu'ils s'engagent à être présents à la Cour lorsqu'on leur demande et accepter que la procédure d'appel ait lieu en leur absence si ils refusent de comparaître ou s'ils négligent de comparaître lorsque la Cour leur aura ordonné. Alors, trouvez-nous une solution? On a un dilemme ici. Comment faire? Parce qu'il y aurait une procédure devant la chambre d'appel et puis il y aurait peut-être aussi une procédure devant une autre chambre différemment constituée, quelle que soit cette chambre. Ce serait peut-être une solution élégante. Donc, si ces personnes ne comparaissent pas devant une chambre de la Cour, eh bien, on pourrait quand même décider qu'on peut continuer quand même à les juger, même en leur absence. J'ai une réponse très courte et je pense que M. Geilsmetzer, lui, rentrera dans les détails. Donc, la position de l'accusation est simple. Les conditions que vous avez données, que vous avez demandées, sont des conditions minimum pour garantir l'intégrité du procès à l'avenir. Et M. Geilsmetzer, d'ailleurs, vous a énoncé toutes ces raisons précédemment. Et le fait que nous ayons interjeté appel ne change rien à l'affaire. De plus, quant à savoir si l'accusé doit être présent ou non à son procès, écoutez, le statut est clair. L'accusé est présent à son procès, c'est écrit noir sur blanc. Hein. Et de toute façon, l'accusation ne considérerait pas la possibilité que les accusés ne soient pas présents à leur procès. Le président, enfin oui, il y a quand même des jurisprudences. Il y a le statut qui dit quelque chose, mais y a-t-il une obligation une obligation dans le statut à être présent à son propre procès? D'un côté, on dit que l'accusé doit être présent à son procès, mais on ne dit pas que s'il n'est pas là, le procès ne peut pas continuer.
Your Honors, I suppose there are two concepts. Bon, il y a deux concepts, je pense ici, que l'on mélange. Il y a le procès par contumace en général, et le statut ne le permet pas. Donc, et là, les positions de la juge Bossa et la juge Ibanez dans l'appel interlocutoire dans l'affaire Bachir est intéressante à ce propos d'ailleurs. Et autre question, si les accusés sont bel et bien là, les défenseurs sont bel et bien là, eh bien, est-ce qu'ils peuvent être accusés, oui ou non? Je ne sais pas quels sont les facteurs auxquels vous pensez, mais moi, je serais très réticente à m'engager à quoi que ce soit quand même, parce que pour l'instant, on est dans le flou. Your Honors, if I may add, Monsieur Goldmetzer, on en revient exactement à la discussion que l'on a eue il y a un an sur le même sujet. Au cours d'une procédure d'appel, le statut n'exige pas que les appelants ou l'intimé soient présents. Et d'ailleurs, ces premières conditions ont été conçues exactement pour refléter cela. Mais lorsqu'il s'agit en revanche de la présence devant une chambre de première instance, là, le statut est très clair. Hein. Article 63, l'accusé est présent à son procès. Le président, pouvez-vous nous le dire en français en tout cas? En français, l'accusé est présent à son procès. I read paragraph 1 of Article. Je lis le paragraphe 1 de l'article 63. L'accusé est présent à son procès. Le président, c'est pas du tout la même chose que de dire le procès se fera en présence de l'accusé. Réponse, en effet, c'est une autre façon de dire les choses. Mais vous savez quelle est la jurisprudence dans cette affaire. Vous connaissez la jurisprudence Routot, vous connaissez la jurisprudence de la Chambre d'appel. Nous connaissons aussi les modifications qui ont été faites au règlement de procédure et de preuve, qui ont été faites après coup, plus particulièrement les règles 134 bis et ter. Mais nous considérons que lorsqu'on lit cet article, cela veut dire la présence de l'accusé à son procès n'est pas seulement le droit, et ne porte pas uniquement sur le droit de l'accusé, droit qui pourrait faire l'objet d'une dérogation. Pas du tout. C'est une caractéristique essentielle de procès ici devant cette cour. Il y a peut-être des exceptions qui sont expliquées dans l'arrêt de la Chambre d'appel, ainsi que dans certains textes. Il n'empêche que l'article 63.1 est clair, l'accusé est présent à son procès. Et d'ailleurs, plutôt que d'invoquer les principes pour savoir s'ils s'appliquent, etc., de toute façon, c'est à vous de le déterminer. Ce n'est pas à nous. Donc, l'interprète se reprend. Donc, je tiens à dire que le fait que savoir si cela s'applique ou pas, eh bien, c'est à la Chambre de première instance qui sera constituée éventuellement un jour d'en décider. Ce n'est pas à vous en tant que Chambre d'appel. Parce que n'anticipez pas les problèmes, on n'y est pas encore. Le président, oui, mais sur quelle base vous fondez-vous pour dire que l'accusé est présent à son procès? Est-ce que vous avez une raison? Imaginez un scénario où, dans une juridiction quelconque, on empêche activement l'accusé d'accuser à son procès, alors que le procès est en cours. Donc, c'est un procès par défaut. Est-ce que ce scénario est différent? Est-ce que c'est autre chose? C'est différent d'un scénario où on a un accusé qui devrait être présent mais qui a décidé de fuir. On peut avoir une règle où on dit parfois ça peut continuer sans la présence de l'accusé ou pas.
Monsieur Goldmetzer, écoutez, cette question est hors sujet, ça n'a rien à voir avec l'appel qui nous intéresse aujourd'hui. Et je pense qu'en plus, cela demande une réponse extrêmement étoffée. Le président, oui, mais vous nous avez donné l'occasion de poser des questions, alors on n'hésite pas. Monsieur Goldmetzer, merci beaucoup, mais quand on l'étudie, l'article 63.1, paragraphe 1, comme on l'a dit d'ailleurs lorsque l'on a présenté nos arguments devant la Chambre de première instance, lorsqu'on a présenté nos arguments dans nos écritures, on a dit il n'y a pas uniquement les droits de l'accusé qui sont en jeu ici. Il est important pour notre cour que les procès soient publics et en présence de l'accusé, pour que les victimes, pour que les témoins puissent voir l'accusé face à face, pour que l'accusation puisse voir l'accusé. C'est dans l'intérêt du public et ça va bien au-delà du droit qu'a l'accusé. Merci. De plus, on me rappelle une chose. Même la règle exceptionnelle qui a été créée ne permet pas que l'on fasse un procès entièrement par défaut. Cela permet uniquement que certaines personnes qui ont été soumises à une injonction de comparaître et non pas qui sont sous mandat d'arrêt et qui occupent certaines fonctions. Le président, la 134 bis, c'est ça? Monsieur Goldmetzer, oui, certes, mais uniquement pour certaines portions du procès, pas pour la totalité du procès. Et ce sont les textes tels qu'ils sont aujourd'hui. Et nous considérons que cet appel doit respecter les textes, et rien que les textes. Et les textes en l'état. Le président, merci. Madame Massida, merci beaucoup. Monsieur le Président, je reprends les arguments qui ont été présentés par l'accusation, mais disons que je serai moins nuancée que l'accusation lorsque je parlerai donc de la procédure de reconsidération qui, à mon avis, n'est pas une possibilité procédurale qui est permise au vu de l'espèce. Dans l'arrêt daté du 1er février 2019, au paragraphe 53, la Chambre d'appel a précisé qu'elle disposait du pouvoir pour imposer des conditions sur les personnes acquittées attendant l'aboutissement d'un appel et que ceci vient du jeu entre les pouvoirs les pouvoirs marginaux qu'ils ont au titre de l'article 81.3c1 et l'article 83.1 du statut lorsque l'on en est arrivé à l'étape de l'appel, ici devant cette Cour. Donc ce pouvoir résulte aussi de la combinaison de la règle 149 du règlement de procédure et de preuve, lu en combinaison avec l'article 57.3a, 62 et 64.6f du statut, en y ajoutant aussi la règle 119. Toutes ces dispositions, d'après nous, en tout cas, permettent à la Chambre d'appel de réexaminer la façon dont son pouvoir a été exercé pour imposer des conditions, soit proprio motu, soit à la demande d'une partie ou d'un participant, tel que cela a d'ailleurs été souligné dans l'arrêt du 1er février 2019 au paragraphe 4. Et ici, je fais référence à ce que vous avez appelé, je crois, la facilité de réexamen, si je ne me souviens pas vos propres mots, Monsieur le Président. Étant donné ces dispositions expresses qui existent dans les textes sur les modalités permettant de réexaminer des décisions sur une libération provisoire, nous considérons qu'il n'est pas nécessaire et pas adéquat d'ailleurs d'avoir recours à la mesure exceptionnelle de reconsidération. D'ailleurs, je vous rappellerai dans son opinion séparée du 30 mars 2011 dans l'affaire Lubanga, le juge Blattman a rappelé ce qui suit. Étant donné le mécanisme de réexamen pour une variation d'une ordonnance précédente, il s'agissait ici à propos
de la recevabilité de certains éléments de preuve. Étant donné que donc ce mécanisme est fourni par les textes, les juges n'ont pas à créer quoi que ce soit ou à utiliser une soi-disant reconsidération qui serait basée sur leur pouvoir discrétionnaire inhérent. Donc il s'agit de paragraphe 39 de la décision ICC 0104 0106 2702 du 30 mars 2011. Plus récemment, en 2018, la Chambre d'appel dans l'affaire Bemba et consorts a déclaré dans son arrêt, et je cite, « Dans le cadre juridique de la Cour, les pouvoirs inhérents doivent être invoqués de façon extrêmement restrictive et en principe uniquement lorsqu'il s'agit de procédures. » Référence ICC 0105 0113 2276-RED 8 mars 2018, paragraphe 75 in fine. Encore plus récemment d'ailleurs, la semaine dernière, dans l'affaire Ayash, la Chambre d'appel du tribunal spécial pour le Liban a aussi clarifié ce qui suit, et je les cite. L'objet et le but de la reconsidération est de donner à la Chambre le pouvoir discrétionnaire de reconsidérer une décision afin d'éviter une injustice. Et, je cite à nouveau, le recours à la reconsidération doit être limité afin de garantir la certitude et la finalité de toute décision judiciaire prise par un tribunal. Donc, la reconsidération n'est pas un recours ordinaire qui aurait pour but de corriger des imperfections que l'on trouverait dans une décision ou qui aurait pour but de contourner les conséquences défavorables d'une décision. L'appel, il s'agit ici donc de la décision du juge Ray, au paragraphe 7 et 8. Donc, toute possibilité de réexaminer une décision précédente sur une mise en liberté provisoire par la Chambre est donc permise par les textes. Donc la reconsidération n'est qu'une option et rien d'autre. N'est pas une option, surprend l'interprète. Et cette conclusion est étayée par la pratique de la Cour qui indique que la reconsidération est une mesure exceptionnelle et que les chambres, en application de l'article 21 du statut, appliqueront principalement le cadre statutaire. Donc, notre position est que la reconsidération n'est pas une alternative en l'espèce. Et donc, je ne vais pas vous répondre à la question B, puisque je considère que ce n'est pas nécessaire. Maintenant, pour ce qui est des autres questions, y aurait-il des raisons éventuelles qui permettraient à la Chambre d'appel de revenir, de réévaluer et de révoquer les conditions de liberté qu'elles ont été énoncées dans l'arrêt du 1er février 2019? Eh bien, moi, je considère que ces raisons existent toujours. Il convient encore de maintenir les conditions imposées sur les défendeurs parce que l'intérêt juridictionnel de la Cour perdure et cet intérêt est que les personnes acquittées restent disponibles, tel que c'est souligné au paragraphe 53 de l'arrêt du 1er février 2020. Et il continue donc à y avoir des raisons impérieuses de maintenir les conditions imposées sur les défendeurs. Tout d'abord, il existe encore un risque concret de fuite. Ce risque perdure. Et à cet égard, la constatation de la Chambre d'appel du 1er février, de l'arrêt du 1er février, indique, et je cite, « Il existe des indications factuelles suffisantes selon lesquelles M. Gbagbo et Blé pourraient fuir si on les libère sans condition et que le risque de fuite identifié peut être réduit par l'imposition de conditions. » Et ceci reste actuel. Ceci reste à l'ordre du jour. Dans les observations déposées le 21 janvier 2020, la République de Côte d'Ivoire a présenté des arguments sur le risque de fuite qui, selon moi, sont pertinents et qui devraient être pris en compte par cette Chambre. Ici, je fais référence au fait que l'appel interjeté pourrait aboutir et le fait que les deux défendeurs ont encore énormément de soutien et
réseau de sympathisants bien organisé. Au paragraphe 59 de son arrêt du 1er février 2019, la Chambre d'appel a déjà considéré que ceci constituait une incitation à la fuite. Et c'est ce que la Chambre a décidé il y a un an et c'est, à mon avis, toujours à l'ordre du jour. L'existence d'un réseau important de sympathisants peut aussi causer des préjudices aux victimes qui participent au procès et aux témoins qui ont bénéficié de mesures protectrices devant la Cour. L'impact d'une libération sans condition sur la sécurité et la santé des victimes et des témoins est un facteur que la Chambre d'appel doit prendre en compte. Les victimes continuent d'être très préoccupées par la possibilité de commission de nouveaux crimes et de tentatives de compromettre l'intégrité de la procédure si les défendeurs sont libérés sans condition. Surtout parce qu'une telle libération risque de galvaniser les sympathisants des défendeurs qui, par le passé, ont fait preuve d'animosité à l'endroit des victimes qui continuent d'être perçues comme étant pro-opposition. À cet égard, le climat politique en Côte d'Ivoire se détériore avec l'approche des élections qui auront lieu cette année. Et les victimes ont peur de voir se reproduire les événements qui se sont traduits par des crimes dans le cadre de la crise post-électorale de 2010-2011. Un mot, Monsieur le Président, concernant la privation alléguée de droits civils et politiques. Je suis d'accord avec les observations formulées par la République de Côte d'Ivoire, à savoir que les conditions imposées par la Chambre d'appel ne privent pas M. Gbagbo, d'ailleurs les deux défendeurs, de leur droit, de jouir de leurs droits. Il convient de noter que, pas plus tard qu'il y a quelques semaines, M. Gbagbo et M. Pascal Affi N'Guessan, son ancien Premier ministre et président actuel du Front populaire ivoirien, se sont rencontrés à Bruxelles. Ce n'était pas la première fois que M. Gbagbo ait été autorisé à rencontrer une personne de haut niveau de la sphère politique. Il a également rencontré M. Henri Konan Bédié, ancien président de Côte d'Ivoire, et aurait discuté, entre autres sujets, de réconciliation nationale. Ces exemples démontrent, à mon sens, que les conditions actuelles imposées par la Chambre n'empêchent pas M. Gbagbo de jouir de ses droits et par conséquent les conditions devraient être maintenues jusqu'à la fin de la procédure devant cette Cour. Enfin, s'agissant de la question de savoir si les recours sollicités par l'accusation dans son appel, à savoir la déclaration d'un procès entaché de vice, pourrait avoir une incidence sur la question qui nous intéresse. Je note avec intérêt que la discussion portant sur la nécessité de maintenir l'imposition des conditions à la libération est une question distincte et qu'elle n'a rien à voir avec les requêtes des autres parties ou participants à la procédure. Le fait de discuter de la nécessité de maintenir en place les conditions de libération n'a rien à voir sur les requêtes possibles que les parties ou les participants pourraient formuler en l'espèce. S'il est vrai qu'une partie, une des deux parties ou un participant pourrait solliciter des recours particuliers, cela ne signifie pas que la Chambre d'appel doit automatiquement faire droit à une telle requête et qu'elle pourrait, en revanche, choisir de modifier ou d'infirmer la décision attaquée. En tout état de cause, si la déclaration d'un procès entaché de procès est confirmée, un nouveau procès pourrait avoir lieu et l'accusation pourrait avoir le pouvoir de commencer immédiatement une nouvelle action à l'encontre des défendeurs. Et la Chambre d'appel a le pouvoir d'ordonner la poursuite du procès ou la tenue d'un nouveau procès dans l'intérêt de la justice. En conséquence, les recours sollicités ne devraient pas être pris en compte en tant que facteurs justifiant éventuellement la modification de la situation actuelle ou les conditions, ou encore moins la révocation de la libération provisoire.
Bien au contraire, la marge de discrétion ample dont jouit la Chambre d'appel dans les circonstances et la possibilité d'avoir un nouveau procès sont des circonstances qui militent en faveur du maintien en place des conditions imposées par la Chambre d'appel dans son arrêt du 1er février 2019. Très brièvement, Monsieur le Président, et je termine là-dessus, je veux vous faire part des préoccupations des victimes qui m'en ont fait part récemment. Les victimes disent craindre que la libération des défendeurs autoriserait ceux-ci à retourner au Côte d'Ivoire et à chercher à obtenir le pouvoir politique pour entraver activement la procédure d'appel devant la Cour. Les victimes ont également indiqué que si les défendeurs devaient être réélus, eh bien ceux-ci pourraient utiliser leur pouvoir pour faire obstruction à la justice et rendre toute poursuite ultérieure impossible. Malheureusement, vu l'histoire brève de la Cour et ce qu'elle révèle, il ne s'agit pas simplement d'une possibilité hypothétique. Le président interrompant. Madame Massida, Maître Massida. À quoi ressemblerait une obstruction de la procédure d'appel devant la Cour dans le scénario que vous venez d'évoquer? À quoi est-ce que cela ressemblerait? Après cela, je vous poserai une question sur le deuxième volet de votre proposition. Et que s'il devait y avoir une suite à la procédure, il y aurait aussi possibilité d'obstruction. Maître Massida, Monsieur le Président, je faisais simplement référence, je citais presque in extenso ce que les victimes m'ont dit. Le Président, donc ce sont des craintes exprimées par les victimes, Maître Massida. Oui, enfin, les victimes ont utilisé le mot « obstruction de la justice ». Et je voulais dire un mot là-dessus parce qu'on utilise des mots que les clients pourraient utiliser dans leurs entretiens avec les avocats sans en connaître la teneur ou l'acception juridique. Je voulais simplement préciser cela. Ce que les victimes ont voulu dire par obstruction de la justice, ce sont des mots qui ont été utilisés. Ils m'ont dit, par exemple, eh bien, s'ils reviennent en Côte d'Ivoire, donc il est possible qu'ils contactent les témoins, qu'ils obtiennent des documents, qu'ils les détruisent. Ce sont les mots utilisés par les victimes dans le cadre des récentes rencontres que j'ai eues avec elles. C'est pourquoi, lorsque j'utilise le mot obstruction de la procédure, eh bien, elles veulent dire par cela qu'ils pourraient prendre des mesures qui empêcheraient la poursuite de la procédure. Le Président, vous ne pouvez pas nous donner un exemple de cela? Maître Massida, eh bien, les victimes ont dit qu'il y avait possibilité, en raison du pouvoir dont ils jouissent encore. Ils ont encore la possibilité de contacter les témoins, effectifs ou potentiels. Ils pourraient éventuellement empêcher les témoins de témoigner. C'est une des préoccupations dont les victimes m'ont fait part. Le Président, je vous remercie. Maître Massida, je pense en avoir terminé. Non. Le Président, poursuivant. Le juge Morrison a une question à vous poser. Maître Massida, vous avez évoqué la jurisprudence du TSL et vous avez dit, et je cite, la reconsidération n'est pas une solution visant à corriger des imperfections. Et d'après vous, quelle est la solution, la mesure sollicitée? Est-ce que la Cour doit simplement permettre l'existence de vices ou d'imperfections, même si cela peut avoir une incidence sur le fond et causer une injustice? Rappelez-vous aussi que la Chambre d'appel est l'instance de dernier recours. Maître Massida, Monsieur le Président, merci pour votre question. Le droit prévoit des voies de recours. La Chambre d'appel peut réviser, réexaminer, reconsidérer une décision d'une Chambre de première instance. Et le droit, le texte statutaire dispose
que la Chambre d'appel a la possibilité de réexaminer une décision antérieure. C'est pourquoi, au début de mon intervention, j'ai cité des dispositions qui, à mon sens, étaient ma position. Le juge Morrison, oui, je m'y attendais un peu, ce qui m'amène à ma deuxième question. Quelle est la différence, de façon pratique, entre un réexamen et une reconsidération? Maître Massida, si l'on applique les dispositions statutaires relatives au réexamen de la décision, cela signifierait que la Chambre d'appel doit considérer ou prendre en considération tous les facteurs contenus dans l'arrêt du 1er février 2019. Si l'on opte pour une reconsidération, eh bien, la reconsidération est guidée par une autre norme, et la défense l'a rappelé d'ailleurs. Et très récemment aussi, il y a un tribunal, le tribunal spécial pour le Liban, l'a rappelé en rappelant les deux critères présidents à cela. C'est-à-dire que la décision entraîne une injustice et que cette injustice a causé un préjudice à tout le moins. Donc, ma position repose sur le fait qu'un réexamen, c'est l'apanage de la Chambre en conformité avec la procédure établie et le droit. Alors qu'une reconsidération, c'est une autre voie de recours qui est complètement différente, qui est à la disposition de la Chambre d'appel, mais seulement si la décision a entraîné une injustice ou un préjudice. Pour conclure, Monsieur le Président, les victimes que je représente estiment que rien ne justifierait que l'on modifie ou que l'on révoque l'arrêt précédent de la Chambre d'appel et que le maintien des conditions appliquées ou imposées aux deux défendeurs sont nécessaires et justifiées en attendant la résolution définitive de l'appel. Merci, Monsieur le Président. Le juge président, je vous remercie. I see we've 5 minutes to... Il reste encore 5 minutes avant la pause déjeuner. Je propose que nous suspendions l'audience et que nous reprenions plus tard.